Le jour de mon mariage, ils m'ont dit que j'étais belle. Ils ont souri devant les photographes, m'ont serré dans leurs bras devant les invités, et m'ont même appelée « fille » lorsque le prêtre a demandé si quelqu'un s'y opposait. Je les ai crus. J'ai porté le voile de leur grand-mère, j'ai mangé dans leur verre en cristal, j'ai dansé sur leur sol en marbre. Je pensais avoir enfin trouvé une famille qui me voyait telle que j'étais. Ni ma couleur de peau, ni mon passé. Juste moi. J'avais 52 ans et c'était ma seconde chance en amour. Mon premier mari était mort jeune, me laissant seule avec notre fils à élever dans un quartier où toutes les portes se ressemblaient et où chaque rêve semblait hors de prix. Mais Richard était différent. Doux. Patient. Il tenait ma main comme si elle était faite d'un matériau précieux. Sa mère m'avait embrassé sur la joue lors de notre dîner de fiançailles. Ses sœurs avaient ri à mes blagues. Ce soir-là, je me suis couchée avec le sentiment d'avoir conquis quelque chose pour lequel je ne savais même pas avoir lutté. La réception était parfaite. Des roses blanches partout. Un groupe de jazz jouait des airs que je fredonnais en faisant la vaisselle dans mon petit appartement. Le père de Richard a porté un toast à l'amour qui transcende toutes les frontières. J'ai pleuré. De vraies larmes. Celles du soulagement, pas de la douleur. J'ai cru que ce discours nous concernait. Qu'une femme noire du Southside pouvait épouser un homme issu d'une famille dont le couloir était orné de tableaux et le nom de famille, gage de réussite. J'ai eu tort. 3 jours après le mariage, j'ai trouvé la conversation de groupe. Richard avait laissé son ordinateur portable ouvert dans le bureau. Je ne fouinais pas. Je cherchais les coordonnées du photographe pour lui envoyer un mot de remerciement. Mais elle était là. Une conversation intitulée « La situation ». J'aurais dû la fermer. M'éloigner. Faire comme si je n'avais pas vu mon nom à côté d'un emoji de crâne. Mais la curiosité est un couteau qui blesse même quand on sait qu'il blessera. Sa mère a pris la parole la première. Elle est adorable, mais soyons honnêtes. Les enfants auront des complications. Sa sœur a répondu par un lien vers un article de génétique. Un autre cousin a plaisanté en demandant si la carte de Noël familiale n'aurait pas besoin d'un avertissement. Il débattait de ma carnation comme si j'étais une peinture sur un mur. Trop foncé pour les portraits de la bibliothèque. Trop visible sur les photos du club de golf. L'un d'eux a même suggéré que Richard aurait pu faire mieux s'il avait attendu. Assise dans ce fauteuil en cuir, j'ai lu chaque mot, chaque rire, chaque phrase soigneusement choisie pour paraître compatissante plutôt que cruelle. Ils avaient répété leur sourire, soigné leur chaleur. Mon mariage n'était qu'une mise en scène, et j'étais la seule à ne pas m'en apercevoir. Richard est rentré 2 heures plus tard et m'a trouvée toujours assise là. Il a vu l'écran. Il a vu mon visage. Il ne s'est pas excusé. Il a dit « Tu n'étais pas censé voir ça ». Comme si le problème venait de ma découverte, et non de leurs paroles. Comme si j'avais enfreint une règle en me trouvant dans un espace où ils avaient déjà décidé que je n'avais pas ma place. Comment fait-on sonner une cloche comme ça? J'avais passé 30 ans à bâtir ma vie à partir de rien. J'enchaînais les doubles gardes comme infirmière pendant que mon fils dormait dans les salles de repos de l'hôpital. Je l'avais envoyé à l'université grâce à des bourses et à des économies glanées dans des enveloppes étiquetées, peut-être un jour. J'avais survécu à un mariage, à des funérailles et à un prêt immobilier qui avait failli me ruiner. J'avais encore de la dignité. Mais à cet instant précis, assise dans une maison qui sentait l'argent ancien et les mensonges naissants, je me sentais de nouveau comme une enfant de 12 ans, plantée devant un magasin sous le regard du propriétaire. Richard m'a supplié de comprendre. Il a dit que sa famille était à l'ancienne, mais qu'elle finirait par changer d'avis. Que j'exagérais. Que l'amour était censé être synonyme de pardon. Il a vraiment utilisé ce mot. Pardon. Comme si je leur devais l'absolution pour avoir considéré ma couleur de peau comme une tache sur leur précieuse lignée. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé, et j'ai réalisé que je ne le connaissais pas du tout. Il m'avait paru aimable parce que la gentillesse ne coûte rien quand on n'est pas celui qui paie pour la cruauté. Il m'avait paru courageux parce qu'il n'avait jamais eu à l'être. Je lui ai posé une seule question. Savais-tu qu'il pensait cela avant notre mariage? Il a hésité. 2 secondes à peine. Mais cette pause en disait long. J'ai passé la nuit dans la chambre d'amis, à fixer le plafond, à entendre la maison se refermer sur moi comme un piège. Je pouvais partir.
Faire mes valises, demander l'annulation du mariage, disparaître et retrouver ma vie d'avant comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. C'est ce qu'ils attendaient. Ce qu'ils voulaient. Une sortie discrète. Pas de scandale. Juste un divorce paisible et une histoire qu'ils pourraient remanier à leur avantage. Mais je n'étais pas faite pour disparaître. Et je venais d'hériter de quelque chose de bien plus précieux que leur approbation. J'avais leur secret. Leur cruauté consignée par écrit. Leur arrogance enregistrée dans les horodatages et les accusés de réception. Et j'avais le temps. Car à 52 ans, j'avais appris que la vengeance n'est pas une question de colère. C'est une question de stratégie. C'est observer quelqu'un vous tendre l'allumette, puis attendre qu'il soit au bord du gouffre pour y mettre le feu. Ils pensaient que j'étais trop sombre pour leur héritage. Ils n'imaginaient pas que j'allais le réécrire. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non pas parce que je pleurais. J'avais assez pleuré dans ma vie pour savoir quand les larmes étaient utiles et quand elles ne faisaient qu'obscurcir ma vision. Mais là, il me fallait de la lucidité. Alors, allongé dans cette chambre d'amis aux lourds rideaux et aux draps de luxe, j'écoutais Richard faire les 100 pas dans le couloir, et j'ai fait ce que je fais toujours quand le monde menace de me briser. J'ai commencé à compter mes atouts. Pas l'argent. J'avais appris depuis longtemps que le vrai pouvoir ne s'achète pas. Je comptais l'information. Les relations. La crédibilité. Ce genre de capital qu'on construit au fil des décennies à force d'être présent, de travailler, d'être celui que tout le monde sous-estime jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La famille de Richard était riche. Une vieille fortune. Celle qui s'accompagne de portraits, de propriétés et d'un nom qui incite les avocats à rappeler. Mais la richesse sans sagesse n'est qu'un prétexte plus grand pour la bêtise. Et il venait de m'offrir une place de choix pour assister à la leur. La conversation de groupe fut mon premier atout. Les captures d'écran ne mentent pas. Les horodatages sont implacables. Chaque blague sur ma couleur de peau, chaque préoccupation excessive concernant d'éventuelles complications, chaque suggestion que Richard aurait pu faire un meilleur choix, tout y était, figé dans l'ambre numérique de leur propre arrogance. Ils étaient si sûrs de leur intimité, si certains que leur bulle familiale était impénétrable, qu'ils n'avaient même pas utilisé de mots codés. Ils avaient écrit mon nom, utilisé des photos du mariage, tracé des lignes de mon visage à leur crainte quant à l'apparence de leurs petits-enfants. Mais l'information seule ne suffit pas. Il faut le bon public, le bon moment, la bonne conséquence. J'avais passé 30 ans dans le secteur de la santé, gravissant les échelons hiérarchiques des hôpitaux, côtoyant des égos bien plus fragiles que les leurs. Je savais comment fonctionnaient les institutions, comment les réputations s'effritaient, comment une vérité bien placée pouvait anéantir des années d'images soigneusement construites. La famille de Richard n'était pas seulement riche, elle était aussi très en vue. Sa mère siégeait au conseil d'administration d'organismes à but non lucratif. Son père était consultant pour des fondations. Sa sœur dirigeait une initiative de diversité dans son entreprise, j'ai failli en rire. Ils avaient bâti leur image publique sur l'accueil de tous. Progressistes, ouverts d'esprit, modernes. Leur message privé racontait une toute autre histoire. Je me suis levée vers 4 heures du matin, et j'ai préparé du café dans leur cuisine. Cafetière à piston. Café en grains importés. Tout dans cette maison était importé, y compris leur valeur morale. Le soleil levant filtrait à travers les baies vitrées et baignait tout d'or, et j'ai compris quelque chose qui a figé mes mains autour de la tasse en céramique encore chaude. Ils avaient peur de moi. Non pas à cause de ce que j'avais fait, mais à cause de ce que je représentais. La preuve que leur monde si soigneusement construit n'était pas aussi exclusif qu'ils le souhaitaient. Que leur lignée, leur précieux héritage, pouvait être dilué par quelqu'un qui n'était pas de leur quartier. Cette peur était mon deuxième atout. C'est sous l'emprise de la peur que l'on fait le plus de mal. On devient négligent, trop sûr de soi. On écrit des choses qu'on devrait chuchoter. On crée des preuves au lieu de prendre ses distances. Et la famille de Richard, malgré son éducation et ses bonnes manières, avait commis l'erreur de débutants de traiter leur conversation de groupe comme un confessionnal plutôt que comme un tribunal. Chaque message était un aveu. Chaque rire, un aveu. Ils s'étaient eux-mêmes piégés. Et je n'étais que le procureur qui avait découvert le dossier par hasard. Richard a frappé à la porte de la chambre d'amis vers 7 heures. Il m'a demandé si nous pouvions parler. Je l'ai laissé entrer car je devais voir son visage avant de lui poser les questions qui détermineraient la suite. Il s'est assis au bord du lit,
l'air épuisé et plus petit que dans mon souvenir. Il a commencé par s'excuser. Il a dit que sa famille n'avait pas voulu dire les choses comme ça. Qu'il s'inquiétait simplement pour moi des préjugés, qu'il voulait protéger leurs futurs enfants de la cruauté du monde. Je l'ai laissé terminer. Puis je l'ai interrogé sur l'organisation du mariage. Sur les 6 mois d'essayage de robes, de dégustation de menus et de plans de table. Sur les conversations qu'il avait dû avoir avec sa mère, ses sœurs, ses cousines. Pour savoir si c'était la première fois qu'elles exprimaient leurs inquiétudes ou simplement la première fois que tout était mis par écrit. Il ne pouvait pas me regarder. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une surprise pour lui. C'était une réalité qu'il gérait, avec laquelle il négociait, espérant que je ne la découvrirais jamais. Il m'avait épousée malgré tout, non pas malgré le racisme de sa famille, mais en même temps. Comme si c'était une simple bizarrerie qu'il pouvait contourner. Une divergence d'opinion plutôt qu'une trahison fondamentale de tout ce que le mariage est censé représenter. C'est alors que j'ai pris ma décision. Non pas sous le coup de la colère, même si j'en ressentais beaucoup. Non pas sous le coup de la douleur, même si elle était présente aussi. Je l'ai prise dans cet espace froid et pragmatique où règne la survie. Ce même espace qui m'avait permis de terminer mes études d'infirmière avec un enfant en bas âge à la maison. Ce même espace qui m'avait aidé à me reconstruire après la mort de mon premier mari et l'accumulation des factures. Ce même espace qui savait transformer la douleur en stratégie et le chagrin en force. J'allais rester. Non pas parce que j'aimais Richard, cet amour était mort la veille au soir, dans le bureau, dès que j'avais lu son silence dans la conversation de groupe. Mais parce que partir leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient. Une sortie discrète, une fin paisible, la preuve que je n'avais pas ma place, que je ne pouvais pas supporter leur monde, qu'ils avaient eu raison depuis le début. Au lieu de cela, j'allais devenir exactement ce qu'ils redoutaient le plus. Non pas une étrangère qu'ils pourraient ignorer, ni une erreur qu'ils pourraient effacer, mais un membre de la famille ayant accès à leurs informations, à leurs connaissances, et bénéficiant d'une proximité telle qu'il est impossible de garder un secret. J'allais tout apprendre sur leurs fondations, leurs réunions du conseil d'administration, leur collecte de fonds, leurs engagements publics en faveur de l'inclusion et de l'équité. J'allais sourire à leurs événements, m'engager bénévolement pour leur cause et devenir si visible, si intégrée, si incontestablement présente que mon départ les obligerait à se justifier. Et le moment venu, une fois ma crédibilité établie, les preuves rassemblées et ma position parfaitement établie, j'allais révéler au monde leur véritable nature. Non pas par des accusations, ni par la colère, mais par leurs propres mots, leurs propres plaisanteries, leurs propres preuves soigneusement rédigées démontrant que tout ce qu'ils prétendaient croire n'était que mise en scène. Richard parlait toujours. Il évoquait la thérapie, le temps, l'amour qui triomphe de tout. Je l'ai regardé et j'ai compris qu'il y croyait vraiment. Qu'il croyait qu'on pourrait surmonter, grâce à la thérapie, le fait que sa famille ait parlé de ma couleur de peau comme d'une malformation génétique. Que je pourrais, d'une manière ou d'une autre, obtenir leur acceptation en leur pardonnant. Ils ne comprenaient pas que leur approbation ne m'intéressait plus. Ce qui m'importait, c'était leur responsabilisation. Et je venais d'hériter des moyens d'y parvenir. C'est pourquoi tant de gens choisissent de rester dans des situations qui paraissent désespérées de l'extérieur, non par faiblesse, mais parce qu'ils y voient une opportunité que personne d'autre ne perçoit. Une chance déguisée en obstacle. L'occasion de réécrire une fin que tous les autres croyaient déjà écrite. J'ai dit à Richard que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il a paru soulagé. Il a cru que j'envisageais de lui pardonner. Il n'avait aucune idée que je prévoyais de tout documenter. Que chaque conversation, à partir de maintenant, serait une déposition. Chaque dîner de famille, une reconnaissance. Chaque sourire, une stratégie. Il voulait que je disparaisse. Au lieu de cela, j'étais sur le point de devenir inoubliable. Mais d'abord, il me fallait comprendre précisément quel genre d'héritage j'étais en train de réécrire. La propriété familiale s'étendait sur 5 hectares dans une banlieue où les arbres portaient des noms et où les boîtes aux lettres coûtaient plus cher que ma première voiture. J'avais traversé des quartiers comme celui-ci toute ma vie, sans jamais imaginer y vivre un jour. Désormais, chaque matin, je parcourais ces allées impeccablement entretenues, passant devant le jardin conçu par sa grand-mère et la fontaine importée d'Italie par son arrière-grand-père, et j'observais tout. Non pas avec l'émerveillement d'une jeune mariée, mais avec la concentration de celle qui dessine la carte d'un lieu qu'elle s'apprête à explorer dans l'obscurité. 2 semaines après le mariage, la mère de Richard organisait un brunch.
J'ai failli refuser. La chambre d'amis était devenue mon refuge, le seul endroit de la maison où je ne me sentais pas en représentation. Mais m'absenter aurait été un signe de faiblesse. Cela aurait confirmé ce qu'ils pensaient déjà, que je n'avais pas ma place, que je ne pouvais pas m'adapter à leur monde, qu'un jour je retournerais simplement à la vie qu'ils imaginaient que j'avais vécue. Alors, j'ai enfilé une robe couleur crème, des perles héritées de ma mère, et je suis entré dans cette véranda comme si elle m'appartenait. Ils étaient tous là. Sa mère versait des mimosas dans des verres en cristal qui captaient la lumière comme des promesses brisées. Ses sœurs discutaient des écoles privées de leurs enfants. Ses tantes hésitaient entre une maison de vacances à Marthez-Vignard et une autre dans les Hantons. Elles levèrent les yeux à mon entrée, et pendant un bref instant, peut-être 2 secondes, leurs visages trahirent une émotion à vif. Pas vraiment de la culpabilité. Plutôt le malaise de se voir dans un miroir qu'elles n'avaient pas demandé. Puis les sourires revinrent. Forcé. Parfait. Vide. Sa mère m'a embrassé sur la joue. Ma chérie, tu es ravissante. Cette couleur te va si bien. J'ai perçu ce qu'elle n'a pas dit. Le poids du mot « te va si bien », sous-entendant que les autres couleurs ne m'iraient pas. Le « te va si bien », créant une distance, un rappel subtil que ma peau exigeait des égards différents des leurs. C'étaient des blessures qui ne saignaient pas immédiatement. De celles qu'on ne ressent que des heures plus tard, en repensant à la conversation et en réalisant qu'on a été blessé sous nos yeux. Je me suis assise à leur table. J'ai mangé leurs œufs pochés et leurs fruits rouges. J'ai ri à leurs blagues sur les clubs de lecture et les galas de charité. Et j'ai écouté. Vraiment écouté. Non pas ce qu'ils disaient, mais ce qui se cachait derrière. La façon dont sa sœur a mentionné 3 fois l'initiative de diversité de son entreprise, comme si elle avait besoin que tout le monde sache qu'elle avait des collègues noirs. La façon dont sa tante m'a interrogé sur mes origines, avec cette insistance particulière qui signifiait qu'elle s'intéressait en réalité à ma classe sociale, à mon niveau d'études, à savoir si j'avais les qualifications requises pour justifier ma présence. La façon dont sa mère n'arrêtait pas de me toucher le bras, feignant l'affection devant le public familial qui observait, attendant de voir si je serais acceptée ou exclue. J'ai compris à cet instant quelque chose que je n'avais pas pleinement saisi auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait d'eux. De ce que ma présence au sein de leur famille révélait quant au fossé entre ce qu'ils prétendaient être et ce qu'ils étaient réellement. Chaque valeur progressiste qu'ils affichaient sur les réseaux sociaux, chaque don à des associations de lutte contre le racisme, chaque déclaration publique sur l'inclusion, j'étais le test auquel ils échouaient en secret. Et ils le savaient. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas simplement m'ignorer. Ils devaient me contrôler. Me transformer en une personne qu'ils pouvaient accepter, ou prouver que je n'avais pas ma place afin de justifier mon exclusion. Mais j'avais passé toute ma vie à être sous-estimée. L'infirmière noire dans des salles remplies de médecins blancs qui pensaient que j'étais là pour faire le ménage plutôt que pour soigner. La mère célibataire aux réunions parents-professeurs où l'on parlait lentement, comme si la pauvreté avait altéré mon entendement. La femme à la banque qui devait fournir 2 fois plus de justificatifs que la personne devant moi à la caisse. Je savais sourire malgré les insultes. Comment remplir les formulaires tout en paraissant docile? Comment constituer un dossier alors que tout le monde pensait que j'essayais simplement de survivre? Après le brunch, la mère de Richard m'a demandé de l'aider en cuisine. Juste nous deux. Elle faisait la vaisselle à un évier qui coûtait sans doute plus cher qu'un semestre d'études de mon fils, et elle parlait de famille. D'héritage. De la façon dont le nom Westwood, le nom de famille de Richard, impliquait des responsabilités. Des attentes. Des valeurs transmises de génération en génération. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dit-elle sans me regarder. Il ne s'agit pas de vous personnellement. Il s'agit de préserver quelque chose de précieux. Quelque chose qui a mis des siècles à se construire. J'ai essuyé une assiette lentement. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai posé la question qui me taraudait depuis la nuit où j'avais découvert cette conversation de groupe. Que essayez-vous de préserver, au juste? L'argent, la réputation ou la blancheur? Elle se tourna alors vers moi, et son visage exprima une multitude d'émotions complexes. Choc, colère, peur, respect. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je nomme ce qu'ils avaient tous évité de danser. Elle ouvrit la bouche, la referma. Finalement, elle dit, vous déformez mes propos. Mais non. J'essayais de clarifier les choses. Et elle le savait.
C'est le propre du racisme dans des lieux comme celui-ci. Il exige que tout le monde participe au mensonge. Qu'on prétende que c'est une question de tradition, de culture ou de valeur familiale, n'importe quoi sauf ce que c'est réellement. Dès que quelqu'un refuse de jouer le jeu, toute la mascarade s'écroule. J'ai fini d'essuyer l'assiette. Je l'ai posée délicatement. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté, même ce qu'elle n'avait pas dit à voix haute. Puis je suis retourné dans la véranda où Richard riait avec ses cousins, ignorant que sa mère et moi venions de franchir une limite irrémédiable. Ce soir-là, j'ai commencé mes recherches. Rien de bien compliqué, rien qui puisse laisser de traces numériques. Juste des documents publics. Les déclarations fiscales de la fondation familiale. Les procès-verbaux du conseil d'administration de l'association que sa mère présidait. L'historique des dons. Les demandes de subventions. J'ai rassemblé tout ce qui était accessible légalement, le genre d'informations que n'importe qui peut consulter s'il sait où chercher, et s'il a la patience de lire des centaines de pages de jargon administratif. Ce que j'ai découvert ne m'a pas surpris. Cela m'a déçu, ce qui est d'une certaine manière pire. La fondation dirigée par sa mère n'accordait qu'une seule bourse par an à un étudiant de couleur. Une seule. Sur 15 bourses annuelles. L'association qu'elle présidait avait un site web rempli de visages diversifiés. Mais le conseil d'administration lui-même? 11 membres. 10 blancs. Une femme asiatique, nommée l'année précédente, probablement après que quelqu'un lui ait fait remarquer l'image négative que cela renvoyait. L'initiative de diversité de la sœur de Richard dans son cabinet d'avocat? J'ai trouvé le communiqué de presse. Beaucoup de discours sur l'engagement et l'inclusion. Mais en le comparant aux données réelles d'embauche accessibles au public puisqu'ils étaient sous contrat avec le gouvernement, les chiffres révélaient une toute autre réalité. Il n'avait embauché que 3 collaborateurs noirs ces 5 dernières années. 2 étaient partis en moins de 18 mois. La 3e était toujours là, probablement accrochée, cherchant à se faire une place. Voilà l'héritage qu'il tenait tant à préserver. Non pas l'excellence, non pas la réussite, mais simplement l'apparence de celle-ci, bâtie sur un fondement d'exclusion qu'ils avaient appris à décrire dans un langage suffisamment poli pour un brunch. J'ai tout sauvegardé. J'ai créé des dossiers au nom neutre comme « Recherche sur la fondation familiale » et « Information sur l'association ». J'ai fait des sauvegardes à 3 endroits. Puis j'ai fait quelque chose qui aurait paru insensé à quiconque m'aurait vu. Je me suis porté volontaire. J'ai dit à la mère de Richard que je souhaitais m'impliquer dans les activités de la fondation, que j'avais de l'expérience dans le domaine de la santé et que je pourrais peut-être contribuer à leurs initiatives de bien-être. Elle parut surprise, puis satisfaite. Comme si j'acceptais enfin ma place. Comme si j'apprenais à être reconnaissante. Elle était loin de se douter que j'entrais dans son monde avec un enregistreur en marche, non pas au sens propre, je n'en avais pas besoin, mais mentalement. Chaque réunion serait notée. Chaque contradiction consignée. Chaque promesse qui ne correspondait pas aux faits deviendrait un élément d'un schéma. Richard pensait que je guérissais, que j'allais de l'avant. Il a recommencé à dormir dans notre chambre, à parler de l'avenir, à faire des projets de vacances et de voyages. Il pensait que mon silence signifiait que j'acceptais. Il ne comprenait pas que cela signifiait en réalité que je me préparais. Voici ce que j'ai appris en 30 ans de survie. Ceux qui vous font du mal sont rarement punis par votre colère. Ils le sont par votre patience. Par votre volonté d'attendre qu'ils oublient que vous les observez, qu'ils redeviennent eux-mêmes, qu'ils produisent les preuves dont vous avez besoin sans même se rendre compte qu'ils vous donnent tort. Et la famille de Richard était sur le point de me donner tout ce dont j'avais besoin. Ils ne le savaient pas encore. Les réunions de la fondation avaient lieu tous les 3e jeudis du mois. J'ai assisté à ma première en octobre, 6 semaines après le mariage. La salle de conférence offrait une vue imprenable, de celles pour lesquelles on paie un supplément. Des fenêtres donnant sur un jardin privé, des œuvres d'art originales au mur, des chaises qui coûtaient sans doute plus cher que mon ancien salaire mensuel. 8 personnes étaient assises autour de la table. La mère de Richard en bout de table. Son assistante prenait des notes. 5 membres du conseil d'administration que je n'avais jamais rencontrés. Et moi. Ils m'ont accueilli chaleureusement. Trop chaleureusement. Comme on le fait lorsqu'on fait preuve de générosité devant un public, même si ce public n'est autre qu'eux-mêmes. La mère de Richard m'a présenté comme notre nouvelle venue dans la famille, impatiente de contribuer. Pas par mon nom au début. Juste par mon lien de parenté, ma proximité avec leur univers.
J'ai souri. Serré des mains. M'assis sur la chaise qu'il m'avait tirée, comme une invitée et non comme une nouvelle venue. La réunion a commencé par les rapports budgétaires. Des chiffres qui m'ont donné la chair de poule, non pas tant par leur montant, bien qu'ils fussent élevés, mais par la désinvolture avec laquelle ils étaient présentés. 100 000 pour le marketing. 50 000 pour un organisateur d'événements. 20 000 pour la photographie. Puis, presque comme une simple formalité, 15 000 au total pour les bourses d'études censées constituer la mission principale de la Fondation. L'argent dépensé pour donner une bonne image de la Fondation était près de 10 fois supérieur à celui consacré à l'aide concrète aux bénéficiaires. Je n'ai rien dit. Pas encore. J'avais appris depuis longtemps que la première réunion est faite pour écouter. Pour comprendre les dynamiques. Pour discerner qui détient le véritable pouvoir et qui s'en vante. La mère de Richard présidait la réunion, mais l'un des membres du conseil d'administration, un homme d'un certain âge nommé Robert, dont les boutons de manchette scintillaient à chacun de ses gestes, n'arrêtait pas de recentrer la conversation. Il suggérait. Il corrigeait. Il reformulait. Il était l'argent. Elle, le nom. Ensemble, ils contrôlaient tout, et tous les autres présents n'étaient là que pour donner l'illusion de la démocratie. Quand ils ont abordé la question des bourses, j'ai été beaucoup plus attentive. Ils parlaient des lauréats comme s'il s'agissait de projets, de réussites à publier sur leur site web. Une fille avait intégré une école d'infirmière. Ils n'arrêtaient pas d'insister, me regardant comme si cela créait un lien particulier. Comme si ma carrière m'obligeait à célébrer l'unique bourse attribuée à un étudiant noir suivant le même parcours. Ils n'ont pas mentionné les centaines d'autres candidats. Ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi une seule bourse sur 15 avait été accordée à des étudiants de couleur, alors que le nombre de candidatures était bien plus important. Ils sont simplement passés à l'organisation du gala, où ils allaient dépenser plus en composition florale qu'en aide aux étudiants durant toute l'année. Après la réunion, Robert s'est approché de moi. Il m'a posé des questions sur mon parcours, où j'avais fait mes études, comment j'avais rencontré Richard. Des questions polies, mais teintées d'ironie, destinées à établir une hiérarchie tout en paraissant amicales. J'ai répondu honnêtement. J'ai fait un IUT avant d'intégrer une université publique. J'ai rencontré Richard lors d'une collecte de fonds pour un hôpital où je travaillais, et où il faisait un don. Robert a hoché la tête, comme pour confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. C'est bien que Richard ait trouvé quelqu'un qui a les pieds sur terre, a-t-il dit. Quelqu'un qui comprend ce que signifie le vrai travail. Cela ressemblait à un compliment. Mais ce que je percevais en filigrane était clair. J'étais utile comme contraste. Comme preuve que la famille pouvait accepter quelqu'un issu de mon milieu, pourvu que je reste reconnaissant et que je ne me demande pas pourquoi il y avait un tel contexte à surmonter. Ce jour-là, en rentrant chez moi, je pensais à mon fils. Il avait 30 ans, travaillait comme ingénieur dans un autre état et se construisait une vie que je n'avais fait qu'imaginer pour lui. Je l'avais poussé à franchir toutes les portes que je n'avais pas pu ouvrir moi-même. J'avais enchaîné les doubles journées de travail pour qu'il puisse avoir des cours particuliers. J'avais déménagé dans de meilleurs quartiers scolaires, même si cela impliquait des appartements plus petits. Je lui avais appris à être 2 fois plus performant pour être considéré comme l'égal de la moitié. Il maîtrisait les mathématiques avant même de savoir épeler son propre nom. Et me voilà, assise dans des salles où l'on dépensait plus en restauration qu'en aide aux étudiants qui avaient besoin de la même chose que mon fils, une simple chance. Juste quelqu'un qui croit en leur potentiel. Sur le chemin du retour, je n'éprouvais pas de colère. Quelque chose de plus froid. Une lucidité. Celle qui vous saisit quand vous comprenez que le système n'est pas défaillant. Il fonctionne exactement comme prévu. Et ceux qui le dirigent se sont persuadés d'être généreux parce qu'ils laissent parfois passer quelques élèves. Ce soir-là, j'ai commencé à cartographier les liens. Pas seulement la fondation, mais tout ce qu'elle touchait. Les membres du conseil d'administration siégeaient tous dans d'autres conseils. Robert était lié à 3 grandes entreprises. La mère de Richard était membre de comité au musée, à l'orchestre symphonique et à l'école privée où étudiaient ses nièces. Chaque institution était connectée, chaque famille était connectée, et au cœur de tout cela résidait cette idée qu'ils méritaient leur accès car ils l'avaient acquis par des générations de dur labeur. Ils n'ont jamais mentionné que ces générations avaient eu accès à des prêts qui avaient été légalement refusés à mes grands-parents. À des écoles où mes parents n'avaient pas pu aller. À des quartiers où les actes de propriété interdisaient explicitement la vente aux familles noires. Ils parlaient d'héritage comme s'il s'agissait de mérite,
au lieu de reconnaître sa véritable nature, un avantage hérité, accumulé au fil du temps jusqu'à paraître naturel. J'ai commencé à tout consigner dans un journal. Pas sur mon ordinateur, où Richard pourrait le lire. Du bon vieux stylo et du papier, que je gardais dans mon sac. Des notes de réunion. Des citations qui me revenaient en mémoire. Les divergences entre ce que la Fondation affirmait publiquement et ce qu'elle faisait réellement en privé. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce genre de démarche, laissant ainsi entendre discrètement que le message porte, que la vérité compte même lorsqu'elle est difficile à entendre. Richard m'a demandé si la réunion m'avait plu. J'ai répondu par l'affirmative. Il a paru soulagé et m'a dit que sa mère trouvait que je m'intégrais parfaitement, que j'avais une « grâce naturelle » qui impressionnait tout le monde. J'ai failli rire. La grâce. Comme si le fait de rester silencieuse pendant qu'ils discutaient de budget révélant leurs priorités était une vertu. Comme si mon silence était synonyme d'élégance plutôt que de stratégie. Mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Car j'apprenais leur langage. Je comprenais comment ils communiquaient de manière codée, comment ils utilisaient des expressions comme adéquation culturelle, valeurs traditionnelles et préserver l'excellence pour exprimer des choses qu'ils ne pouvaient pas dire ouvertement. Et une fois ce code décrypté, on peut commencer à tout décrypter. Les pratiques d'embauche qui favorisaient les candidats issus de familles établies. Les critères d'attribution des bourses qui exigeaient des lettres de recommandation de personnes de leur réseau. Les demandes de subventions qui récompensaient les organisations déjà intégrées à leur milieu. C'était du génie, vraiment. Un système fermé qui paraissait ouvert. Une porte qui semblait accueillante jusqu'à ce qu'on réalise que la clé était héritée et que personne n'en faisait de copie. 3 mois passèrent. J'assistais à toutes les réunions. Je me portais volontaire pour des comités. J'aidais à organiser le gala qui devait récolter des fonds qu'ils allaient surtout dépenser pour en récolter encore plus. Je souriais à leurs événements. Je posais pour des photos qui finiraient sur le site web, dans la rubrique « Notre communauté ». Je devins exactement ce qu'ils attendaient, suffisamment visible pour prouver leur ouverture, suffisamment discrète pour ne pas perturber leur tranquillité. Pendant toute la durée de mon mandat, j'ai tout collecté. Chaque promesse publique contredisant leurs agissements en privé. Chaque statistique déformée. Chaque politique d'apparence neutre produisant des résultats inégaux, comme on pouvait s'y attendre. Je ne rassemblais pas de preuves pour un procès. Je construisais quelque chose de plus durable. Un dossier, un contre-récit. Des documents irréfutables, issus de leurs propres sources, de leurs propres paroles, de leurs propres chiffres. La famille de Richard pensait que je m'intégrais, que j'apprenais à trouver ma place. Ils ignoraient que je préparais le terrain, que chaque sourire que je leur adressais était un pas en avant vers la prise de conscience que j'étais en train d'élaborer. Que ma patience n'était pas de l'acceptation, mais une préparation. Car ce qui caractérise les héritages, c'est qu'ils ne valent que par les histoires qui les soutiennent. Et j'étais sur le point de révéler une nouvelle histoire. Une histoire qu'ils ne pourraient pas contrôler. Une histoire qui allait bouleverser tout ce qu'ils croyaient avoir construit. Mais d'abord, il fallait qu'ils me fassent entièrement confiance. Qu'ils oublient que j'avais vu cette conversation de groupe. Qu'ils croient que j'étais passé à autre chose, que j'avais pardonné, que j'avais accepté ma place dans leur monde. Et ils y étaient presque. Le gala était prévu pour fin janvier, 6 mois après le mariage. Assez longtemps pour que je sois devenu un visage familier, mais pas assez pour qu'on me présente encore comme la nouvelle épouse de Richard, plutôt que par mon nom. Cet événement était leur vitrine, le moment où les donateurs voyaient où allait leur argent, où les membres du conseil d'administration respectaient leur engagement envers l'éducation, où l'image publique de la fondation était soignée à l'extrême pour leur permettre de passer une année de plus à se contenter du strict minimum. Tout en revendiquant un impact transformateur. J'étais affecté au comité d'accueil. Accueillir les invités, distribuer les programmes, sourire aux côtés de la mère de Richard pendant que les photographes immortalisaient des instants qui paraîtraient plus tard dans les pages mondaines et les bulletins de la fondation. C'est elle qui avait choisi ma robe, la faisant parvenir avec un mot disant qu'elle trouvait la couleur magnifique sur moi. Elle était bordeaux. Un bordeaux profond, élégant, suffisamment sombre pour que je comprenne le sous-texte. Ni trop vif, ni trop discret, rien qui puisse détourner l'attention des personnes importantes. Je l'ai quand même porté. Non pas par conviction, mais parce que j'avais besoin qu'elle croie que je coopérais. Que j'avais accepté mon rôle. Que je comprenais que ma place était décorative,
Un soutien, une marque de gratitude. Richard m'a dit que j'étais magnifique. Il m'a embrassé sur la joue avant notre départ. Il m'a dit que sa mère était ravie de ma capacité d'adaptation. Que je paraissais désormais si naturelle dans leur monde. Naturelle. Comme si j'étais une plante qu'ils avaient transplantée avec succès. Comme si mes racines n'avaient pas été arrachées brutalement d'un sol pour être enfoncées de force dans un autre. Mais j'ai souri. Je les remerciais. Je les laissais croire l'histoire qui le rassurait. La salle de bal était exactement comme on l'imaginait. Lustre en cristal. Sculpture de glace. Table recouverte de tissus dont le prix au mètre dépassait le budget alimentaire mensuel de la plupart des gens. Le programme comprenait des discours des membres du conseil d'administration sur leur engagement en faveur de l'égalité des chances en matière d'éducation. Sur leur conviction que chacun a le potentiel de tous, quelles que soient ses origines. Sur l'investissement dans la prochaine génération de dirigeants. Chaque mot était soigneusement choisi pour paraître progressiste, sans pour autant s'engager concrètement. Je me tenais à l'entrée, serrant la main de gens qui n'avaient jamais manqué un repas, sauf par choix. Des femmes parées de diamants qui auraient pu financer des bourses d'études complètes. Des hommes en costume sur mesure, discutant de leur portefeuille boursier entre deux gorgées de champagne dont le prix unitaire dépassait le montant des allocations mensuelles versées par la fondation aux étudiants qu'elle prétendait soutenir. Et tous semblaient heureux d'être là. Généreux. Éclairés. Contribuant à la solution. Une femme s'est arrêtée pour bavarder avec moi. Elle m'a demandé si je me plaisais au sein de la famille. Elle m'a dit qu'elle m'avait remarqué lors des dernières réunions et qu'elle trouvait formidable que Richard ait épousé quelqu'un d'un milieu aussi authentique. Je savais ce qu'elle voulait dire. Authentique, au sens de pauvre. Authentique, au sens de lutte. Authentique, au sens où je pouvais servir de preuve qu'il se souciait des gens comme moi, pourvu que je reste reconnaissante et que je me demande pas pourquoi il fallait bien que des gens comme moi existent. Je l'ai remerciée. Je lui ai demandé son engagement auprès de la fondation. Elle s'est illuminée. Elle m'a confié qu'elle siégeait au conseil d'administration depuis 8 ans. Que c'était le travail le plus enrichissant qu'elle ait jamais accompli. Que savoir qu'elle changeait des vies donnait un sens à tout. Je lui ai demandé combien de boursiers elle avait rencontrés personnellement. Elle a marqué une pause. Elle a dit qu'elle pensait en avoir rencontré un lors d'un déjeuner il y a quelques années, mais elle n'en était plus certaine. Puis quelqu'un l'a appelée et elle s'est éclipsée, oubliant déjà notre conversation, déjà absorbée par sa prochaine mission de bienveillance. C'est alors que j'ai compris le fin mot de l'histoire. Ces gens n'étaient pas cruels intentionnellement. Cela aurait nécessité une certaine conscience. Ils étaient simplement coupés du monde. Tellement englués dans leurs privilèges qu'ils prenaient leur propre confort pour une vertu. Ils ont fait un don à la fondation et se sont sentis héroïques. Ils ont assisté au gala et se sont sentis impliqués. Ils ont publié des messages sur l'égalité des chances en matière d'éducation sur les réseaux sociaux et se sont sentis progressistes. Et rien de tout cela ne les obligeait à changer quoi que ce soit. Ni leur quartier, ni leurs écoles, ni leurs pratiques d'embauche, ni les systèmes qui garantissaient à leurs enfants les mêmes avantages qu'eux. Les boursiers ont été présentés sur scène avant le dîner. 4 étudiants. 3 blancs, un asiatique. Aucun étudiant noir cette année. Aucun étudiant hispanique. Le site web de la Fondation avait pourtant mis en avant des candidats de tous horizons, insisté sur son engagement auprès des communautés défavorisées et publié des statistiques suggérant un impact important. Mais sur cette scène, souriant aux photographes, se tenaient 4 étudiants qui semblaient avoir été admis dans n'importe quelle université sans cette bourse. Des choix sans risque. Une diversité rassurante. Celle qui ne remet pas en question les idées reçues sur le mérite ou le sentiment d'appartenance. La mère de Richard a prononcé un discours sur la mission de la Fondation. Sur le fait que chaque enfant méritait une chance. Sur le pouvoir égalisateur de l'éducation. Je l'observais du coin de l'œil, repensant à la conversation de groupe. Aux blagues sur ma couleur de peau. À leurs inquiétudes pour leurs futurs petits-enfants. À la rapidité avec laquelle chaque enfant s'est transformé en certains enfants, lorsqu'on a examiné qui bénéficiait réellement du soutien. Elle m'a mentionné pendant son discours. Elle a fait un geste dans ma direction. Elle a dit quelque chose sur la croissance de la Fondation,
l'intégration de nouvelles perspectives, son évolution pour répondre aux besoins d'un monde en mutation. Les gens ont applaudi. Ils se sont tournés vers moi et m'ont souri. J'ai fait un signe de la main. J'ai joué mon rôle. Je les ai laissés croire que j'incarnais le changement au lieu de ce que j'étais réellement, la preuve de leur hypocrisie. Après le dîner, je me suis excusée pour aller aux toilettes. J'ai traversé la salle de bal et me suis retrouvée dans un couloir silencieux où le bruit s'estompait en un murmure derrière de lourdes portes. Je suis restée là un instant, à contempler mon reflet dans un miroir doré. La robe que sa mère avait choisie. Les perles que j'avais héritées de ma propre mère, qui avait fait le ménage dans des quartiers comme celui-ci sans jamais y être invitée. Le sourire que j'avais arboré toute la soirée comme une armure. J'ai repensé à mon fils. Au dossier de candidature qu'il avait rempli à la table de la cuisine, les mains crispées à force d'écrire des dissertations sur le dépassement de l'adversité. Aux heures passées à l'aider à chercher des programmes, à peaufiner ses dossiers, à se préparer aux entretiens. Aux lettres de refus arrivées avant les acceptations, à l'attente, à l'espoir, à la certitude qu'il devrait être exceptionnel pour être simplement considéré comme acceptable. Il avait réussi. D'abord grâce à un IUT, car nous n'avions pas les moyens de l'inscrire à l'université tout de suite. Puis grâce à des bourses obtenues en étant 2 fois plus performant. Enfin grâce à des stages où il s'était investi plus que ses camarades, car il savait qu'il serait jugé différemment. Il avait réussi malgré ce système, et non grâce à lui. Et me voilà maintenant dans une salle comble, entouré de gens qui prétendaient créer des opportunités alors qu'en réalité, ils ne faisaient que recycler leurs privilèges au sein de leur propre réseau. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo du programme. Pas pour les réseaux sociaux. Pour mes archives. Une preuve de plus. Un élément de plus dans le schéma que je construisais. Puis je suis retourné dans la salle de bal, à mon rôle, à ma représentation. Richard m'a trouvé en fin de soirée. Il m'a dit que tout le monde s'était renseigné sur moi. Que sa mère était ravie du déroulement de la soirée. Que j'avais été parfaite. Il l'a dit comme un compliment, sans comprendre que, dans leur monde, la perfection exigeait que j'efface tout ce qui faisait de moi ce que j'étais. Que je gomme mes aspérités pour me conformer à leur idéal. Que je sois reconnaissante d'avoir accès à des espaces que mes impôts contribuaient à financer, mais où ma présence était censée s'estomper. Je l'ai embrassé sur la joue. Je lui ai dit que j'étais contente que tout se soit bien passé. Je l'ai laissé interpréter mes paroles comme il le souhaitait. Sur le chemin du retour, il m'a parlé des dons qu'ils avaient obtenus. Des sommes importantes. Des engagements impressionnants. De l'argent qui permettrait de financer davantage de galas, de marketing et d'actions de générosité. Je lui ai demandé quelle part serait directement allouée aux bourses d'études. Il a hésité. Il a expliqué que la fondation devait maintenir une excellence opérationnelle pour garantir un impact durable. J'ai acquiescé. Sans insister. J'ai simplement classé cette réponse parmi toutes les autres informations que je recueillais. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Non pas à cause de l'angoisse, mais à cause de la lucidité. J'avais désormais tout ce qu'il me fallait. 6 mois de comptes rendus de réunions, les détails des affectations budgétaires, des photos d'événements où il prétendait promouvoir la diversité tout en pratiquant l'exclusion, des citations de membres du conseil d'administration contredisant leurs déclarations publiques, la conversation de groupe du mariage qui avait tout déclenché, et maintenant, un gala qui résumait parfaitement leur véritable nature. Beau en apparence, mais creux en profondeur. Je me suis levée. Je suis allée dans mon bureau. J'ai commencé à ranger mes dossiers. Pas frénétiquement. Méthodiquement. Comme on le fait lorsqu'on construit quelque chose de durable. Quelque chose qu'on ne peut ignorer ni réfuter. Quelque chose qui raconte une histoire si claire, si documentée, si indéniable qu'elle devient une vérité en soi. La famille de Richard pensait avoir gravé son héritage dans le marbre. Dans les statuts de la fondation, les fiducies familiales et les traditions transmises de génération en génération. Ils pensaient que leur histoire était déjà écrite, déjà assurée, déjà incontestable. Ils avaient tort. Car les héritages ne sont pas immuables. Ils se construisent à travers les choix. Et j'étais sur le point de leur montrer précisément quels choix ils avaient faits sans même s'en rendre compte. J'ai passé les 3 semaines suivantes à construire quelque chose d'inédit. Non pas un dossier juridique au sens strict, bien que précis, ni une accusation, même si elle recelait une vérité blessante.
J'ai créé une histoire racontée à travers les données. Un récit bâti sur leurs propres documents, leurs propres mots, leurs propres choix. Chaque feuille de calcul était un chapitre. Chaque contradiction politique, un élément de l'intrigue. Chaque déclaration publique en décalage avec les actions privées, un moment d'ironie dramatique. Je travaillais tôt le matin avant que Richard ne se réveille, et tard le soir après qu'il se soit endormi. La maison était alors d'un calme absolu. Seule face au poids de ce que j'étais en train de construire. J'ai créé un site web simple. Rien d'ostentatoire. Pas d'accusation dans le titre. Juste un titre qui posait la question. La fondation Westwood met-elle en pratique ce qu'elle prône? En dessous, j'ai tout organisé en sections claires et sans équivoque. La première section présentait leur énoncé de mission, ainsi que la répartition effective de leur bourse sur 5 ans. Il affirmait œuvrer auprès des communautés sous-représentées. Les données montraient que 87% des bourses étaient attribuées à des élèves issus de familles déjà intégrées à leur réseau. Des élèves dont les parents étaient donateurs. Des élèves qui fréquentaient les mêmes écoles privées que les enfants des membres du conseil d'administration. Le genre d'élèves qui avaient moins besoin de bourses que de lignes supplémentaires sur leur CV. La deuxième section documentait leurs dépenses lors du gala par rapport au soutien direct aux étudiants. Des graphiques montraient qu'ils avaient dépensé davantage pour un seul événement que pour les bourses distribuées durant toute l'année. Ce n'était pas mon interprétation. Il s'agissait simplement de leur déclaration fiscale, accessible au public, présentée de manière à révéler la vérité qu'ils dissimulaient derrière un jargon bureaucratique et comptable. La troisième section présentait la composition du conseil d'administration sur une décennie. Des photos issues des archives de leur site web. Année après année, des visages identiques. Un seul nouveau membre, symbolique, tous les 2 ou 3 ans, toujours soigneusement choisi, sans jamais modifier la structure du pouvoir. J'ai joint leur déclaration sur la diversité à ces images. Que la contradiction parle d'elle-même. Mais c'est la 4e section qui m'a fait trembler les mains pendant que je la créais. La conversation de groupe de mon mariage. Des captures d'écran horodatées. Leurs blagues sur ma peau. Leurs inquiétudes concernant ma lignée. Leur cruauté ordinaire, écrite en caractères gras. Je n'ai rien commenté. Je n'ai rien ajouté. Je l'ai simplement présentée telle qu'elle, avec une seule légende. Message privé de la direction de la fondation, envoyé à leur famille 3 jours après mon mariage. Je me suis adossé quand ce fut terminé. J'ai regardé l'écran. Ce n'était pas une vengeance explosive. Pas de confrontation brutale. Pas de scène dramatique. C'était quelque chose de plus discret et de plus durable. Un miroir tendu à des gens qui avaient passé des décennies à fuir leur propre reflet. Un témoignage impossible à effacer ou à justifier, car il provenait entièrement de leurs propres expériences. La question était celle du timing. Quand le publier? Comment s'assurer qu'il atteigne les personnes concernées, pas seulement leur entourage, mais aussi les donateurs qui croyaient en leur mission, les étudiants refusés, les associations locales avec lesquelles ils prétendaient collaborer mais qu'ils ignoraient en réalité. Il fallait que l'information se répande avant qu'ils ne puissent la contenir. Qu'elle devienne une trace indélébile avant qu'ils ne puissent réécrire l'histoire. Pendant ces semaines, j'ai pensé à ma mère. Elle était décédée 5 ans avant ma rencontre avec Richard, mais je sentais sa présence pendant que je travaillais. Elle avait fait le ménage toute sa vie. Elle avait astiqué les toilettes dans des maisons où elle n'avait pas le droit d'utiliser la porte d'entrée. Elle nous a élevés, mes frères et sœurs et moi, avec des salaires qui couvraient à peine le loyer, sans parler de la dignité. Elle me disait souvent que la patience était une arme inattendue chez les femmes noires. Que tout le monde supposait que notre colère serait bruyante, publique, immédiate. Mais elle savait la vérité. Elle savait que la résistance la plus efficace était souvent la plus silencieuse. Celle qui démantèle les systèmes de l'intérieur, pendant que tout le monde pense que vous essayez simplement de survivre. Je n'essayais plus seulement de survivre. J'essayais de redéfinir le sens de la survie. Richard a commencé à remarquer que j'étais distante. Il m'a demandé si tout allait bien, si j'étais heureuse. Je lui ai dit que je m'adaptais, que le mariage était plus difficile que prévu et que mon indépendance me manquait parfois. Tout cela était vrai, mais il ne l'a pas compris comme il l'entendait. Il pensait que j'avais du mal à m'intégrer à son monde. Il ignorait que je documentais tout cela pour le dénigrer. Sa mère m'a invité à déjeuner mi-février.
Juste nous deux. Elle avait choisi un restaurant où tout le monde la connaissait, où le personnel la traitait comme une reine, où la carte n'affichait pas les prix, car si l'on devait les demander, c'est qu'on n'était pas à sa place. Nous nous sommes installés près de la fenêtre. Elle a commandé pour nous deux sans me demander ce que je voulais. Puis elle s'est penchée et a pris ma main. Je tiens à ce que tu saches combien je suis fière de toi, dit-elle. De la façon dont tu t'es intégrée à notre famille. De la grâce dont tu as fait preuve. Ça n'a pas dû être facile. J'ai regardé ses doigts soigneusement manucurés enroulés autour de ma main et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni douleur. Juste de la distance. Comme si j'observais cet instant de loin, sachant déjà comment il se terminerait. Pourquoi ce ne serait pas facile, ai-je demandé. Elle hésita. Elle choisit ses mots avec soin. Tu viens d'un milieu si différent. Des valeurs différentes. Des attentes différentes. Mais tu t'es magnifiquement adapté. Tu as appris à t'intégrer. Je me suis intégré. Comme si j'étais un meuble qu'on arrange. Comme si toute mon existence se résumait à me conformer à leur goût. J'ai souri. Je lui ai dit que j'appréciais son soutien. Je l'ai laissé croire que j'étais reconnaissante de son approbation, au lieu de lui avouer ce que je ressentais réellement, de la pitié. De la pitié qu'elle ait vécu 50 ans dans ce monde sans jamais se demander si cette conformité qu'elle exigeait des autres n'était pas une violence déguisée en politesse. Elle a parlé des projets de printemps de la Fondation, de l'expansion du programme de bourse, et de la façon dont ma présence les avait incités à élargir leur vision de la diversité. J'écoutais, pensant au site web qui m'attendait sur mon ordinateur portable. Je pensais aussi à la façon dont chaque mot qu'elle prononçait serait bientôt confronté aux données que j'avais rassemblées. Je pensais que l'inspiration ne se traduisait pas forcément en action, et que j'allais rendre cette distinction incontournable. Nous avons fini de déjeuner. Elle a payé. Nous nous sommes enlacés sur le parking. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je lui ai répondu la même chose, car ces mots ne coûtaient rien et me permettaient de gagner du temps. Mais en rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré le cœur. Je ne la haïssais pas. J'aurais presque souhaité la haïr. La haine aurait été plus simple, plus nette. Mais ce que je ressentais était plus complexe. De la tristesse pour ce qu'elle était devenue. Pour ce qu'elle avait choisi de protéger, au lieu de remettre en question. Pour la façon dont elle s'était persuadée que son confort était synonyme de justesse. Ce soir-là, j'ai fixé la date de publication. Dans 2 semaines. Assez de temps pour envoyer des tuyaux anonymes aux journalistes qui enquêtaient sur la transparence des organisations à but non lucratif. Aux défenseurs de l'éducation qui suivaient les dépenses des fondations. Aux étudiants qui avaient postulé à des bourses et essuyé un refus, tandis que des candidats bien moins qualifiés étaient sélectionnés. Je leur enverrai à tous le même lien. Aucune accusation dans mon message. Juste une question. Est-ce le genre de fondation qui mérite la confiance du public ? Les preuves parleront d'elles-mêmes. C'est toujours le cas. Lorsqu'on constitue un dossier solide, les gens tirent leurs propres conclusions. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi penser. Ils ont simplement besoin d'accéder aux informations qui leur ont été cachées. Richard est rentré tard ce soir-là. Il m'a trouvé dans le bureau. Il m'a demandé sur quoi je travaillais. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je lui ai dit que je faisais des recherches. Il m'a embrassé sur le front. Il m'a dit qu'il était content que j'aie trouvé de quoi m'occuper. Que sa mère lui avait parlé du déjeuner. Qu'elle pensait que j'étais enfin vraiment heureuse. Heureux. J'ai longuement réfléchi à ce mot après son départ. Étais-je heureux? Non. Mais j'étais mieux. J'étais lucide. Je savais exactement ce que je faisais et pourquoi. Je connaissais le prix à payer, et j'avais décidé que cela valait la peine. J'échangeais l'illusion d'appartenir à une famille contre l'intégrité de la vérité. Et cet échange, aussi douloureux fut-il, me semblait plus honnête que tout ce que j'avais vécu dans cette maison. 2 semaines. 14 jours avant que leur histoire ne rencontre mes documents. Avant que leur récit ne se confronte aux faits qu'ils avaient dissimulés. Avant que la question qu'on me posait depuis le mariage, si ma couleur de peau était trop foncée pour leur lignée, ne devienne insignifiante face à celle de savoir s'ils étaient trop vides pour leur propre mission. J'avais réécrit leur récit. Il ne me restait plus qu'à le publier. Le matin où j'ai mis le site en ligne, je me suis réveillé avant l'aube. Sans réveil. Mon corps le savait,
Tout simplement. J'ai préparé du café dans la cuisine où j'avais appris à me servir de leurs appareils importés et de leurs placards sur mesure. Et je me suis assise à table à regarder le ciel passer du noir au gris puis au bleu pâle. Richard dormait encore à l'étage. La maison était silencieuse, hormis le ronronnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel du vieux bois qui se tassait. J'ai ouvert le site sur mon téléphone une dernière fois. J'ai vérifié chaque lien, chaque image, chaque citation. Puis j'ai cliqué sur « Publier ». Rien de dramatique ne s'est produit. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Aucun appel téléphonique n'a afflué. Le site a simplement été mis en ligne, restant tranquillement accessible sur Internet, attendant d'être découvert. J'avais envoyé les signalements anonymes la veille au soir. Des courriels programmés à des journalistes, des associations, d'anciens candidats à des bourses. Des messages simples avec le lien et une seule phrase. Vous pourriez être intéressé par ceci. Sans signature. Sans explication. Juste une invitation à consulter. J'ai suivi ma routine matinale. Douche. Habillage. Préparation du petit déjeuner. Richard est descendu vers 7 heures, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé si j'avais bien dormi. Je lui ai répondu que oui. Il faisait défiler son téléphone en mangeant des toasts, consultant ses emails et lisant les actualités, complètement inconscient qu'au milieu de ce brouhaha numérique, une histoire concernant sa famille commençait à se répandre. La première réponse est arrivée vers 21 heures. Un courriel à l'adresse de contact générique que j'avais créé pour le site web. Une femme qui avait postulé à une bourse de la fondation Westwood 3 ans auparavant. Sa candidature avait été refusée malgré un parcours scolaire irréprochable et une dissertation poignante sur le dépassement des obstacles. Elle écrivait « Merci beaucoup. Je pensais que le problème venait de moi. Je pensais ne pas être à la hauteur. Maintenant, je sais que j'étais parfaitement capable, simplement pas assez bien connecté. » Tout au long de la matinée, d'autres messages ont suivi. Des étudiants, des parents, des enseignants qui avaient encouragé leurs élèves à postuler. Des organisateurs communautaires qui s'étaient associés à la fondation et qui avaient vu le soutien promis s'évaporer. Chacun racontait une déception qui, restée privée, personnelle, facile à balayer d'un revers de main comme un échec individuel. Mais ensemble, disposés dans ma boîte de réception comme des preuves lors d'un procès, ils révélaient un schéma. La preuve que ce qui m'était arrivé n'était pas un cas isolé. C'était la norme. À midi, un journaliste local spécialisé dans l'éducation a publié un message sur les réseaux sociaux concernant le site web. Pas encore un article complet, juste une série de publications soulignant les incohérences entre les affirmations publiques de la Fondation et les données réelles. Mais cette publication a été partagée. Puis partagée à nouveau. Puis elle a été relayée par un organisme de surveillance de la responsabilité des organisations à but non lucratif qui, apparemment, s'intéressait à la fondation Westwood depuis des années, mais n'avait jamais disposé de suffisamment de documents pour publier quoi que ce soit de substantiel. Je l'ai vu se répandre comme de l'encre dans l'eau. Lentement au début. Puis plus vite. Puis partout à la fois. Le téléphone de Richard sonna vers 2 heures. C'était sa mère. J'entendais sa voix à travers le haut-parleur, même s'il avait le téléphone collé à son oreille. Aigu. Paniqué. Il me regarda, d'abord confus, puis choqué, puis avec une expression qui ressemblait fort à de la trahison. Il entra dans son bureau et ferma la porte. Je restai dans le salon, écoutant les variations étouffées de sa voix, devinant parfaitement la conversation sans entendre les mots. Quand il est sorti 20 minutes plus tard, son visage était pâle. « Vous étiez au courant ?» a-t-il demandé. Je l'ai observé attentivement. À propos de quoi? Quelqu'un a publié un site web. Sur la fondation. Sur ma famille. Ils ont des messages privés. Des captures d'écran. Des données financières. Ils disent. Il s'arrêta. Incapable de terminer sa phrase. Parce que ce qu'il disait était vrai, et il le savait. Je l'ai vu ce matin, ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge, mais pas toute la vérité. On le voit partout sur mon fil d'actualité. Il s'est laissé tomber lourdement sur le canapé. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Ma mère pense que c'est quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui avait accès aux réunions. Aux documents. Il m'a alors regardé. Vraiment regardé.
Et j'ai vu l'instant où cette possibilité lui est venue à l'esprit. L'instant où il a commencé à calculer les dates. Mon implication dans la fondation. Ma présence aux réunions. Mes notes prises discrètement, qu'il avait interprétées comme une preuve d'intégration. « Vous croyez que c'est moi qui ai fait ça ?» ai-je demandé, en gardant une voix calme. « Non. Bien sûr que non. Il s'interrompit de nouveau. Car il ne pouvait exprimer ses pensées sans m'accuser. Et m'accuser reviendrait à admettre qu'il me soupçonnait d'avoir des raisons de le faire. Ce qui reviendrait à admettre l'existence de cette conversation de groupe. Les commentaires. Le racisme qu'il avait tenté de nier. Nous restâmes assis en silence. La lumière de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres semblait différente. Plus vive. Comme si elle révélait des choses restées cachées dans une lumière plus tamisée. Finalement, Richard prit la parole. Il convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. Demain. Ils veulent savoir qui a fait ça et comment réagir. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé combler le silence par son angoisse. Ce soir-là, d'autres articles ont paru. Un média à but non lucratif a publié une analyse approfondie comparant les pratiques de la fondation Westwood aux normes du secteur. Ils ont constaté des schémas similaires dans d'autres fondations familiales. Des frais généraux élevés, un faible impact direct et une sélection des boursiers favorisant les personnes déjà privilégiées. Mais la fondation Westwood est devenue l'étude de cas. L'exemple. La preuve que les bonnes intentions ne suffisent pas lorsque les systèmes restent inchangés. Les réseaux sociaux se sont enflammés. D'anciens boursiers ont partagé leurs témoignages. Des enseignants ont publié des messages concernant des élèves qu'ils avaient encouragés à postuler, les voyant se faire refuser leur candidature tandis que des candidats moins qualifiés mais mieux connectés étaient sélectionnés. Une discussion en particulier est devenue virale. Des internautes partageaient des captures d'écran de documents marketing de la fondation, juxtaposés aux données réelles de mon site web. Le contraste était saisissant. Chaque affirmation était contredite par leurs propres chiffres. J'ai lu les réponses tard dans la nuit. Certaines étaient empreintes de colère, d'autres de tristesse. Beaucoup provenaient de personnes qui se doutaient de quelque chose, mais se sentaient impuissantes à le contester. La consultation des documents leur donnait enfin la permission de faire confiance à leur intuition. Les preuves avaient une importance que la colère seule n'aurait jamais pu avoir. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais pas seulement dénoncé la fondation Westwood. J'avais donné la parole à tous ceux à qui l'on avait un jour dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, alors que le vrai problème était leur manque de relation. Si vous avez déjà ressenti cette déception, être rejeté non pas par manque de mérite, mais par manque d'accès, partagez votre histoire dans les commentaires. Car il ne s'agit pas seulement d'une fondation. Il s'agit de tous les systèmes qui prétendent être équitables tout en pratiquant le favoritisme. Richard n'arrivait pas à dormir. Je l'entendais faire les 100 pas en bas. Il passait des appels. Sa voix était étranglée par le stress. Allongé dans notre lit, même si je ne l'avais jamais vraiment considéré comme le nôtre, je pensais à la suite. La réunion du conseil d'administration serait chaotique. Il chercherait un coupable. Il tenterait de discréditer les informations, prétendrait qu'elles avaient été sorties de leur contexte, insisterait sur la pureté de leurs intentions malgré une exécution défaillante. Il ferait ce que font toujours les puissants lorsqu'ils doivent rendre des comptes, se protéger d'abord et s'attaquer aux problèmes ensuite. Mais le débat avait déjà évolué. Les documents étaient publics. Les tendances étaient claires. Et surtout, les personnes lésées prenaient la parole. Elles n'étaient plus seules face à leur déception. Elles refusaient désormais de se blâmer pour un système conçu pour les exclure. J'avais réécrit leur histoire. Non pas par des accusations ou de la colère, mais par leurs propres mots, leurs propres données, leurs propres choix mis à nu pour être examinés. Et maintenant, je devais assister à ce qui se passait lorsqu'une famille bâtie sur des avantages hérités se retrouvait confrontée aux preuves de la manière dont elle les avait conservés. La réunion d'urgence du conseil d'administration était prévue à 10 heures du matin. Richard quitta la maison à 8 heures, son costume impeccable, le visage marqué par la fatigue. Il me demanda une dernière fois si je savais quelque chose. Je le regardai droit dans les yeux et lui dis que je savais ce que tout le monde savait, que le site web existait et que les informations qu'il contenait étaient exactes. Ce n'était pas un mensonge. Simplement pas l'aveu qu'il cherchait. Il hocha la tête. Il m'embrassa le front par habitude, plus que par affection.
Puis il disparut. J'ai attendu une demi-heure. Puis je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route pour les bureaux de la fondation. Non pas pour assister à la réunion, je n'étais pas membre du conseil d'administration, juste un bénévole dont l'utilité se faisait sentir. Mais je me suis garé de l'autre côté de la rue, d'où je pouvais voir l'entrée. J'ai observé les membres du conseil arriver un par un. Robert avec sa mallette de marque. La mère de Richard, lunettes de soleil sur le nez malgré le ciel couvert, se cachant des caméras qui n'étaient pas encore arrivées, mais qui ne tarderaient pas à arriver. Les autres membres avaient l'air sérieux, importants, comme des personnes sur le point de résoudre une crise plutôt que comme celle qui l'avait provoquée. Assise dans ma voiture, je réfléchissais au pouvoir. Le vrai pouvoir, pas celui qu'on hérite. Celui qu'on construit par la patience et la précision. En comprenant que la visibilité n'est pas une question de quantité, mais de timing. Savoir exactement quand révéler ce qu'on sait pour un impact maximal et sans risque d'échappatoire. Je leur avais donné 6 mois pour me montrer qui ils étaient, quand ils pensaient être seuls. Ils avaient lamentablement échoué. Et maintenant, le regard du public les observait. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages de personnes rencontrées lors d'événements organisés par la Fondation, me demandant si j'avais vu le site web, mon avis, et si je savais qui en était à l'origine. Je répondais avec prudence, indiquant que le site semblait avoir fait l'objet de recherches approfondies et que les données paraissaient correspondre à mes observations. Je ne revendiquais aucun mérite, ni ne niais aucune implication. Je restais simplement dans une zone grise entre vérité et aveu, laissant chacun tirer ses propres conclusions. Un fourgon de presse s'est arrêté vers 11 heures. Puis un autre. Quelqu'un avait prévenu les médias de la tenue de cette réunion d'urgence. Sans doute un des journalistes que j'avais contactés. Ou peut-être simplement quelqu'un qui avait compris qu'une fondation importante en crise était un sujet digne d'intérêt. Les journalistes se sont installés sur le trottoir. Caméras braquées sur l'entrée du bâtiment. Ils attendaient qu'une personne prenne la parole. J'ai démarré ma voiture. Je suis parti avant que quiconque ne remarque que je les observais. Car il ne s'agissait pas d'être visible, mais de les exposer. De révéler leur choix au grand jour. De documenter en temps réel le décalage entre leur mission et leur méthode. Je suis allé dans un café du centre-ville. J'ai commandé quelque chose qui ne me faisait pas vraiment envie, et je me suis installé près de la fenêtre avec mon ordinateur portable. J'ai actualisé les statistiques du site web. Des milliers de visiteurs en moins de 24 heures. Les commentaires affluaient. Le contenu se propageait sur des plateformes où je n'avais même pas publié directement. L'histoire avait pris son envol. Elle n'avait plus besoin de moi. Elle était alimentée par tous ceux qui avaient vécu une expérience similaire. Tous ceux qui avaient été évalués par des systèmes qui prétendaient privilégier le mérite mais pratiquaient le népotisme. Tous ceux à qui l'on avait dit qu'ils n'étaient pas tout à fait qualifiés pour des opportunités qui, comme par magie, revenaient toujours à ceux qui avaient déjà tout. Vers midi, la mère de Richard est sortie du bâtiment. Je l'ai vue en direct, grâce à une retransmission en direct. Elle lisait une déclaration préparée, d'une voix assurée mais les mains tremblantes. La Fondation prenait ces allégations au sérieux. Elle menait une enquête interne. Elle restait fidèle à sa mission. Tout le discours habituel de gestion de crise. Rien qui reconnaisse le véritable problème. Rien qui admette une faute. Juste une diversion soigneusement formulée, destinée à gagner du temps et à préserver sa réputation. Les journalistes ont posé des questions. A-t-elle nié l'exactitude des données? Elle a répondu qu'elle manquait de contexte. A-t-elle réagi aux messages privés publiés sur le site web? Elle a expliqué qu'ils avaient été écrits sous le coup de la colère et ne reflétaient pas ses véritables sentiments. Pensait-elle que la Fondation avait un problème de diversité? Elle a affirmé qu'il s'efforçait constamment de s'améliorer. Chaque réponse ne faisait qu'aggraver la situation. Car répondre à des preuves irréfutables par de vagues promesses d'amélioration revient à admettre leur exactitude. On espère simplement que l'on se contentera de la performance plutôt que du changement. Or, les commentaires sous chaque article, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque forum consacré à cette affaire ont démontré que l'opinion publique en avait assez de se contenter de la performance. Elle exigeait des comptes. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis adossé. J'ai regardé les gens passer devant la vitrine du café.
Des gens ordinaires vaquant à leurs occupations quotidiennes, ignorant qu'à quelques kilomètres de là, une fondation était en train de s'effondrer parce que quelqu'un avait enfin mis par écrit ce que tout le monde savait en secret. L'héritage n'est pas synonyme de mérite, et l'accès n'est pas synonyme d'équité. Mon téléphone a sonné. Richard. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. Puis encore. Finalement, j'ai répondu. Où es-tu? Sa voix était tendue. Je vais chercher un café. Pourquoi? Ma mère veut vous parler. À propos de quoi? Un silence. Assez long pour que je comprenne qu'il choisissait ses mots avec soin. Elle pense que vous pourriez avoir des informations. Sur les personnes qui auraient pu accéder aux documents. Sur les personnes présentes aux réunions. Sur les personnes qui auraient pu avoir un mobile. Et vous, Richard, qu'en pensez-vous? Nouvelle pause. Je pense que si vous savez quelque chose, c'est le moment de me le dire. J'ai regardé par la fenêtre. Une femme poussait une poussette. Un homme se disputait au téléphone. La vie suivait son cours normal tandis qu'ailleurs, les conséquences des choix faits en privé commençaient enfin à se faire sentir. Je crois que votre famille a passé des décennies à se forger une réputation. Et maintenant, elle découvre que les réputations ne durent que tant qu'elles sont méritées. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai. Il a raccroché. Je suis restée assise, mon téléphone à la main, consciente que cette conversation venait de bouleverser quelque chose d'essentiel entre nous. Il s'en doutait. Peut-être même le savait-il. Mais le dire à voix haute l'obligerait à affronter tout ce qu'il avait évité depuis le jour où j'avais découvert cette conversation de groupe. Il l'obligerait à choisir entre sa famille et sa femme. Entre protéger leur héritage et reconnaître le mal qu'il lui avait fait. Je n'avais pas besoin qu'il choisisse. Le choix avait déjà été fait. Pas par moi, par eux. Dès l'instant où ils ont décidé que ma négritude était un obstacle à surmonter plutôt qu'une fatalité à accepter. Dès l'instant où ils ont plaisanté sur les origines et les complications. Dès l'instant où ils ont bâti des systèmes qui paraissaient inclusifs mais qui pratiquaient l'exclusion. Ils avaient choisi. Je n'ai fait que documenter ce choix. L'après-midi a été marqué par une couverture médiatique plus importante. Des tribunes libres sur la responsabilité des organisations à but non lucratif. Des entretiens avec des experts en matière de contrôle des fondations. Des articles de fond sur la manière dont les familles fortunées utilisent la philanthropie pour soigner leur réputation plutôt que pour investir véritablement dans la communauté. La fondation Westwood était devenue un cas d'école. Un symbole. Non pas parce qu'elle était particulièrement malhonnête, mais parce qu'elle était, de manière générale, malhonnête. Elle incarnait un schéma si répandu qu'il était devenu invisible jusqu'à ce que quelqu'un le révèle au grand jour. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Richard était dans son bureau, porte fermée. Je l'entendais au téléphone. Sans doute avec des avocats. Ils discutaient probablement de la meilleure façon de contenir l'affaire. De gérer le récit. De trouver le responsable pour détourner l'attention du contenu vers la source. Une manœuvre de diversion classique. S'en prendre au messager quand on ne peut contester le message. J'ai préparé mon dîner. J'ai mangé seul à la table de la cuisine. J'ai pensé à mon fils. Je l'ai appelé pendant que je rangeais. Il avait vu les informations. Il m'a demandé si j'allais bien, si j'étais en sécurité, si cela allait avoir des répercussions sur moi. Je lui ai dit que j'allais bien. Que parfois, faire ce qu'il faut est aussi ce qu'il y a de plus difficile. Qu'il me l'avait appris par son propre courage, en surmontant des systèmes conçus pour l'exclure, en réussissant malgré les obstacles, en refusant de se conformer à des espaces qui n'étaient pas faits pour lui. Je suis fier de toi, maman, a-t-il dit, sans me demander si j'en étais la cause. Il le savait, tout simplement. Comme les enfants savent que leurs parents sont là sans un mot. Après avoir raccroché, je suis resté debout devant l'évier de la cuisine, le regard perdu dans la cour qui s'assombrissait. La propriété qui m'avait paru si impressionnante 6 mois auparavant me semblait désormais un monument au vide. Belle à l'extérieur, mais creuse à l'intérieur. Construite pour impressionner plutôt que pour servir, conçue pour afficher un statut social plutôt que pour créer de la valeur. La famille de Richard pensait son héritage assuré, gravé dans le marbre par des générations d'avantages soigneusement préservés. Mais les héritages ne sont pas immuables. Ce sont des histoires.
Et les histoires peuvent être réécrites par quiconque a le courage de dire la vérité. Je l'avais dit. Il ne me restait plus qu'à attendre et voir si la vérité était encore assez puissante pour avoir un impact. L'enquête a débuté dans les 48 heures. Pas une véritable enquête, pas de détective, pas de citation à comparaître, juste des avocats coûteux engagés pour trouver la source de la fuite et élaborer un récit minimisant les dégâts. Richard m'a dit qu'ils examinaient les journaux d'accès à leur base de données. Ils vérifiaient qui avait assisté à quelle réunion. Ils recoupaient les horodatages des captures d'écran avec les registres de présence. Ils dressaient le profil de la personne susceptible d'avoir compilé toutes ces informations. Je l'ai écouté m'expliquer cela au petit déjeuner, 3 jours après la publication. Sa voix était clinique, détachée, comme s'il décrivait un problème au travail plutôt que l'effondrement de la réputation de sa famille. Il me fixait du regard en parlant. Ni vraiment accusateur, ni vraiment confiant, juste scrutateur. Il essayait de concilier l'image de la femme qu'il croyait avoir épousée avec la possibilité qu'elle ait systématiquement documenté les échecs de sa famille pendant 6 mois. Il pense qu'il faut quelqu'un qui comprenne le fonctionnement des fondations, a-t-il déclaré. Quelqu'un qui a de l'expérience dans le secteur à but non lucratif. Quelqu'un qui sait où trouver les bonnes données. J'ai beurré ma tartine. Ça pourrait être n'importe qui de votre conseil d'administration. La plupart siègent dans plusieurs fondations. C'est vrai. Mais cette personne avait aussi accès à des communications familiales privées. La conversation de groupe du mariage. Il marqua une pause. Posa sa tasse de café. Il n'y avait que 12 personnes dans cette conversation. J'ai croisé son regard. Tu me poses une question, Richard. Il détourna le regard le premier. Non. Je réfléchissais à voix haute. Mais nous savions tous les deux ce qu'il faisait réellement. Il se forgeait une opinion, calculait les probabilités, pesait les preuves face à la loyauté, et essayait de déterminer si me protéger valait le prix à payer pour admettre que sa famille m'avait donné des raisons d'agir ainsi. La Fondation a publié un communiqué cet après-midi-là. Elle mettait en œuvre des réformes immédiates. Élargissement des critères d'attribution des bourses, intégration de représentants de la communauté au conseil d'administration et augmentation du pourcentage des fonds alloués directement aux étudiants. Autant de changements qui paraissaient importants sur le papier, mais formulés avec soin pour minimiser leur impact réel. Ces réformes ont été présentées comme des idées novatrices, alors qu'il s'agissait de pratiques de base mises en place depuis des décennies par la plupart des fondations légitimes. La couverture médiatique a légèrement évolué. Certains médias ont salué la réactivité de la Fondation, soulignant son engagement en matière de responsabilité. D'autres ont fait remarquer que les réformes annoncées sous la pression ne pouvaient être comparées à des réformes mises en œuvre de manière proactive, et que le changement forcé n'était pas un choix. Les commentaires sont restés virulents. Les personnes lésées par les pratiques de la Fondation ne se contentaient pas de promesses. Elles voulaient des résultats concrets et savoir qui serait tenu responsable de ces années d'exclusion avérées. J'ai reçu un message via le formulaire de contact du site web. Il venait d'une femme nommée Diana, qui avait été l'une des rares boursières de couleur au cours de la dernière décennie. Elle y racontait son expérience, l'isolement qu'elle avait ressenti, comment la Fondation avait utilisé son image dans ses supports marketing sans jamais lui apporter de soutien concret au-delà du versement initial, et comment elle s'était sentie instrumentalisée, comme un symbole, la preuve qu'il n'était pas raciste, la preuve qu'il se souciait de la diversité. Mais lorsqu'elle avait rencontré des difficultés, lorsqu'elle avait sollicité un mentorat ou des ressources supplémentaires, on lui avait répondu que la bourse était déjà généreuse et qu'elle devait s'en contenter. Son message se terminait par une question. Étiez-vous l'un des nôtres? Est-ce pour cela que vous avez compris exactement ce qu'il fallait documenter? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas me permettre de confirmer quoi que ce soit pendant l'enquête. Mais j'ai sauvegardé son message. Je l'ai ajouté à un dossier que j'avais créé pour toutes les réponses. Des centaines, maintenant. Des histoires de rejet, de mise en avant de manière superficielle, de promesses non tenues, de systèmes qui prétendaient être équitables tout en pratiquant le favoritisme. Autant de preuves que ce n'était pas l'échec d'une seule fondation. C'était un schéma. Une structure. Une façon dont la richesse se perpétuait en paraissant généreuse alors qu'en réalité, elle ne faisait que recycler les privilèges grâce à des mécanismes de plus en plus sophistiqués. La mère de Richard a appelé ce soir-là. Elle m'a demandé si elle pouvait passer. J'ai dit oui, car refuser aurait paru suspect. Elle est arrivée en VTC,
Pas dans sa berline de luxe habituelle. Vêtue simplement. Sans bijoux. Comme si elle avait consulté une équipe de gestion de crise pour paraître humble. Accessible. Humaine. Nous étions assises au salon. Elle paraissait plus âgée qu'au gala. Des rides autour de sa bouche que le maquillage ne pouvait dissimuler. Une fatigue dans les yeux que l'argent ne pouvait effacer. Elle joignait les mains sur ses genoux, comme si elle priait ou suppliait. Peut-être les deux. J'ai besoin de te demander quelque chose, dit-elle. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. J'ai attendu. C'est toi qui as fait ça. La question planait entre nous. J'aurais pu mentir. J'aurais pu nier catégoriquement. J'aurais pu feindre l'offense qu'elle puisse même l'évoquer. Mais j'en avais assez de jouer la comédie. Assez de faire semblant. Assez de préserver leur confort au détriment de la vérité. Est-ce que ça a de l'importance? Ai-je demandé. Elle cligna des yeux. Bien sûr que c'est important. Si quelqu'un de la famille. Je veux dire, est-ce important de savoir qui l'a révélé, ou est-ce important que ce soit vrai? Elle s'arrêta. Ouvrit la bouche. La referma. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle parut véritablement incertaine. Comme si le scénario qu'elle avait préparé ne prévoyait pas cette réaction. Comme si elle s'attendait à un déni ou à des aveux, et non à une question qui changeait complètement le cours de la conversation. Les données de ce site web, ai-je poursuivi. Les affectations budgétaires. Les statistiques sur les bourses d'études. La composition du conseil d'administration. Y avait-il quoi que ce soit de faux? Cela manquait de contexte. Le contexte, c'est ce qu'on ajoute au fait quand on n'aime pas ce qu'il révèle. Elle se leva. Elle fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Elle contempla le jardin que sa grand-mère avait conçu et que sa mère avait entretenu. Un jardin dont elle avait hérité sans jamais se demander si héritage rimait avec travail. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Des dégâts que cela a causés. Pas seulement à la fondation. À la famille. À Richard. Je comprends parfaitement. Je comprends que votre famille a passé des décennies à se forger une réputation sur un travail que vous n'avez jamais accompli. Que vous prétendiez valoriser l'inclusion tout en pratiquant l'exclusion. Que vous m'avez fait sentir que ma négritude était un problème à gérer plutôt qu'une partie intégrante de mon identité. Je comprends tout cela. Elle se tourna vers moi. Cette conversation de groupe. Ces messages. On était juste. Être honnête? Oui. C'est bien là le problème. Quand vous pensiez que personne en dehors de votre entourage ne vous écoutait, vous avez dit la vérité. Vous avez révélé ce que vous pensiez vraiment. Et maintenant, vous êtes contrarié que la vérité soit devenue publique. Vous n'aviez pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Ces messages me concernaient. Mon corps. Mes enfants qui n'existent même pas encore. Ma capacité à perpétuer votre précieuse lignée. Si vous ne vouliez pas que ces pensées soient consignées par écrit, vous n'auriez pas dû les écrire. Elle se rassit lourdement. Elle enfouit son visage dans ses mains. Lorsqu'elle releva les yeux, des larmes coulaient. De vraies larmes, je crois. Pas calculées. Pas feintes. Juste la douleur de quelqu'un qui réalise qu'on l'a démasqué, qui pensait pouvoir se cacher derrière la politesse. Que veux-tu? Demanda-t-elle. Que te faudra-t-il pour leur dire que ce n'était pas toi? Je ne peux pas leur dire quelque chose qui serait un mensonge. Vous l'admettez donc. Je dis que la vérité compte plus que votre confort. Et si cet aveu me coûte ce mariage, cette maison, cette vie pour laquelle vous pensez que je devrais être reconnaissante, alors c'est un prix que j'ai déjà décidé d'assumer. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai entendu sa voiture démarrer. J'ai entendu le gravier crisser sous les pneus tandis qu'elle filait vers sa réunion stratégique, quelle qu'elle soit, dans la propriété familiale. Assis seul dans ce salon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Pas tout à fait la paix, mais quelque chose d'approchant. La clarté qui naît du fait de dire enfin tout haut ce que l'on pensait en secret. Le soulagement de laisser tomber un masque qui, de toute façon, n'était jamais vraiment à sa place. Richard est rentré tard. Il n'a pas demandé ce que sa mère avait voulu. Il n'a pas demandé de quoi nous avions parlé. Il est allé directement dans son bureau et a fermé la porte. Nous vivions dans la même maison, mais dans des réalités séparées.
Il essayait de préserver quelque chose qui avait déjà disparu. Je me préparais à l'avenir. Parce que quelque chose allait forcément arriver. C'était certain. Qu'il s'agisse de papiers de divorce, de procès ou simplement de cette froide exclusion que les familles pratiquent lorsqu'on refuse de faire semblant, quelque chose allait se produire. Et cette fois, j'y ferais face en étant moi-même. Non pas comme la version de moi qui correspondait à leur image. Non pas comme l'étrangère reconnaissante qui apprend à trouver sa place. Juste moi. La femme qui avait survécu à pire que leur jugement. La femme qui avait construit sa vie avant eux et qui pouvait en construire une autre après. La femme qui avait réécrit leur histoire et qui écrivait désormais la sienne. Les papiers du divorce sont arrivés 3 semaines plus tard. Sans surprise. Ni même particulièrement douloureux. Juste la formalisation légale de ce qui s'était déjà terminé la nuit où j'avais découvert cette conversation de groupe. L'avocat de Richard était efficace. Courtois. L'indemnisation était généreuse, plus que ça quoi je m'attendais, en fait. Tellement généreuse que je me suis demandé si c'était par culpabilité ou simplement le prix de mon silence sur tout le reste. J'ai signé sans négocier. L'argent n'avait jamais été le problème. Les réformes de la fondation ont progressé lentement. De nouveaux membres ont été nommés au conseil d'administration. Les critères d'attribution des bourses ont été mis à jour. Sur le papier, les affectations budgétaires ont été modifiées. Mais 6 mois plus tard, lorsque j'ai consulté leurs documents publics, les chiffres révélaient une toute autre réalité. Ils avaient renommé les programmes. Reformulé les énoncés de mission. Ils avaient créé l'illusion du changement tout en conservant la structure qui les avait toujours servi. Certains ont parlé de progrès. J'y ai vu la preuve que les systèmes ne se transforment pas d'eux-mêmes. Ils apprennent simplement à mieux dissimuler leur objectif initial. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Le site web est devenu une ressource. D'autres personnes ont commencé à soumettre des documents concernant d'autres fondations, d'autres organisations familiales prétendant œuvrer pour le bien public tout en pratiquant l'exclusion privée. Le site, initialement une dénonciation d'une institution, s'est transformé en une archive révélatrice d'un schéma récurrent. Un témoignage collectif de la manière dont la richesse se protège derrière le discours de la générosité. Des étudiants ont commencé à me contacter. Pas seulement ceux refusés par la fondation Westwood, mais des jeunes du monde entier confrontés à des systèmes similaires. Ils cherchaient à identifier le décalage entre les valeurs affichées et les pratiques réelles, à documenter les tendances, à construire des arguments sans se laisser submerger par la colère. J'ai commencé à leur répondre. Discrètement, anonymement d'abord, puis plus ouvertement. Je leur ai fait part de ce que j'avais appris sur la patience comme stratégie, sur le fait que la résistance la plus efficace ressemble souvent à de la soumission, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Mon fils est venu me rendre visite ce printemps-là. Nous avons traversé un parc près de mon nouvel appartement, plus petit que la propriété, mais à moi, d'une manière que cette maison n'a jamais été. Il m'a demandé si je regrettais quoi que ce soit. Le mariage. L'exposition médiatique. Le prix à payer. J'ai longtemps réfléchi à cette question. J'observais des enfants jouer à la balançoire, des couples promener leurs chiens. La vie suivait son cours normal, tandis qu'en coulisses, discrètement, les structures de pouvoir étaient remises en question par ceux qui avaient enfin vu l'épreuve. Je regrette d'avoir cru que j'avais besoin de leur approbation. Ai-je dit. Je regrette les mois passés à essayer de m'intégrer à un espace qui n'a jamais été conçu pour moi. Mais les exposer ainsi? Non. Ça, je le referai. Exactement de la même manière. Il sourit. Le même sourire que j'avais vu sur son visage lorsqu'il avait obtenu son diplôme. Lorsqu'il avait décroché son premier vrai travail. Lorsqu'il m'avait appelé pour m'annoncer qu'il avait acheté une maison. De la fierté. Non pas pour ce qu'on lui avait donné, mais pour ce qu'il avait construit malgré tous les obstacles. Tu me l'as appris, dit-il. Tu l'as enfin appliqué à toi-même. La famille Westwood a disparu de la vie publique progressivement. Pas de façon spectaculaire. Aucun scandale après les révélations initiales. Ils sont simplement devenus plus discrets, moins visibles. Richard s'est remarié 2 ans plus tard. Avec une personne de leur milieu. Une personne qui comprenait les codes tacites. Une personne qui n'aurait jamais songé à documenter les contradictions. J'ai vu l'annonce du mariage en ligne. Je n'ai rien ressenti. Ni colère,
ni satisfaction. Juste de la distance. Comme si je lisais des choses sur des inconnus. Mais les pratiques de la Fondation sont devenues des études de cas. Elles ont été présentées dans les cours de gestion d'organismes sans but lucratif, abordées lors de séminaires d'éthique et utilisées comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on prétend s'engager en faveur de l'équité. Leur héritage n'était pas celui qu'ils avaient prévu, mais c'était celui qu'ils avaient mérité par leur choix. J'ai fini par commencer à prendre la parole lors de conférences. Pas spécifiquement sur la Fondation Westwood, mais sur les schémas récurrents. Sur la façon dont les systèmes s'auto-entretiennent. Sur la différence entre performance et pratique. Sur l'importance des documents par rapport aux accusations. Sur le fait que le changement exige à la fois une prise de conscience et des modèles alternatifs. Après les conférences, les gens venaient me voir. Ils partageaient leurs propres histoires, leurs propres preuves, leurs propres moments où ils avaient décidé que la vérité primait sur l'appartenance à des cercles qui les obligeaient à se faire plus discrets. Si vous avez déjà été tiraillé entre le maintien de la paix et la vérité, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Ces histoires sont importantes. Elles montrent aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Elles contribuent à la mémoire collective de ce que signifie réellement la responsabilité. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous. Il existe bien d'autres histoires comme celle-ci. D'autres moments où quelqu'un a décidé que sa dignité primait sur son pouvoir. D'autres exemples montrant comment la patience et la rigueur peuvent démanteler les acquis du pouvoir et des privilèges. Je repense souvent à cette nuit-là. Celle où, assise dans la chambre d'amis, je lisais des messages sur ma couleur de peau, ma compatibilité, ma place dans leur lignée. Je me suis sentie si insignifiante à cet instant. J'ai failli tout simplement partir. Retourner à ma vie d'avant. Accepter que certains milieux ne m'accepteraient jamais, quels que soient mes succès. Mais je n'ai pas disparu. J'ai documenté. Et cette documentation est devenue bien plus importante que ma propre souffrance. Elle est devenue une preuve. Un miroir tendu à ceux qui avaient passé leur vie à fuir leurs propres reflets. Elle a permis à d'autres de faire confiance à ce qu'ils voyaient. De nommer ce qu'ils vivaient. De comprendre que lorsque les systèmes produisent systématiquement des résultats inégaux, le problème ne réside pas dans les personnes exclues, mais dans le système lui-même. J'ai 55 ans. 3 ans depuis le mariage. Depuis la découverte. Depuis la révélation qui a bouleversé leur histoire et forgé la mienne. Je vis seule. Je travaille comme consultante et j'aide les associations à but non lucratif à auditer leurs pratiques avant qu'un tiers ne le fasse. Je leur apprends à aligner leurs valeurs sur leurs actions, à bâtir des systèmes qui servent réellement les communautés qu'elles prétendent soutenir, et à reconnaître quand elles perpétuent les privilèges au lieu de redistribuer les opportunités. Certains pensent que j'ai agi par vengeance. Peut-être. Mais si tel est le cas, c'est une vengeance qui ne vous diminue en rien. Une vengeance qui se confond avec la justice. Une vengeance qui dit « Je ne disparaîtrai pas pour vous rassurer. Je ne prétendrai pas que votre performance soit identique à l'entraînement. Je ne protégerai pas votre réputation au détriment de la vérité. La famille de Richard me trouvait trop foncée pour être de leur lignée. Ils mesuraient ma valeur à l'aune de ma proximité avec la blancheur, de ma volonté de m'assimiler et de ma gratitude pour l'accès à des espaces qui n'auraient jamais dû leur être interdits. Mais j'ai réécrit leur histoire. Non pas en la détruisant, ils l'ont fait eux-mêmes par des années de choix qui contredisaient leurs affirmations. Je me suis contentée de documenter ces choix. De les rendre visibles. De transformer leurs convictions intimes en archives publiques. Et ce faisant, j'ai écrit ma propre histoire. Celle d'une femme noire d'une 50aine d'années, sous-estimée et ignorée, devenue l'artisane d'une prise de responsabilité qu'ils n'avaient jamais vue venir. Voilà le propre des héritages. Ils ne se définissent pas par ce que l'on revendique, mais par ce que l'on fait en secret. Et si l'on a de la chance ou de la malchance, selon le point de vue, il y a toujours quelqu'un qui observe. Quelqu'un prend toujours des notes. Quelqu'un construit sans cesse un dossier qui survivra à l'image soigneusement élaborée que vous avez vous-même créée. J'étais cette personne. Et je le referai. À chaque fois. Car la dignité n'est pas négociable. La vérité n'est pas optionnelle. Et appartenir à des espaces qui exigent de se trahir, ce n'est pas appartenir du tout. C'est un effacement déguisé. J'ai choisi de me choisir. Enfin. Définitivement. Et ce choix, plus que n'importe quel mariage, famille ou acceptation, est devenu le fondement de tout ce qui a suivi.
de l'héritage que je bâtis réellement. Celui qui est mien.